Attends, je te pose le décor, Fatima. On est en juin 2026, et pour comprendre pourquoi Mélenchon débarque enfin à Vivatech après 10 ans d'absence, faut regarder les chiffres qui font mal. T'imagines même pas 54 milliards d'euros. C'est pas un petit chèque, c'est ce que la France lâche chaque année, cash, juste pour avoir le droit d'utiliser les systèmes numériques nord-américains. On parle pas de raquettes de rue là, on parle de la balance commerciale du pays qui se vide dans les serveurs de la Silicon Valley parce qu'on n'a pas nos propres outils de stockage et de traitement de données sur notre sol. C'est un truc de dingue. On est locataire de notre propre modernité. Cité. Attends, 54 milliards? Mais c'est une somme de malade. C'est quasiment un budget d'État qui part en fumée chez les gringos chaque année. Oh! Moi perso, je vais vous dire ce que je pense vraiment. On nous vend la Startup Nation comme si c'était le futur radieux, mais en vrai, Mélenchon, il dit que transformer une nation en startup, c'est une idée stupide. Enfin, il a failli le dire, il s'est repris par politesse. Pourquoi? Parce qu'une nation, c'est le temps long, c'est la recherche fondamentale, alors que la startup, c'est le temps court, le fric rapide, le buzz. On a sacrifié notre indépendance pour des résultats boursiers rapides. On est pieds et poings liés dans la main des Américains, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le constat brut de Mélenchon. Non mais attends, Bilal, je te coupe. C'est facile de dire que c'est un racket ou une stupidité. Mais faut être réaliste. Pendant que la France paye ses 54 milliards, c'est aussi parce qu'on a besoin de ces systèmes pour que nos boîtes tournent. J'ai une copine qui a monté sa boîte, si elle n'a pas accès au serveur US, elle ferme demain. C'est pas juste un choix politique, c'est un besoin technique. Mélenchon arrive après 10 ans de retard sur ce salon, c'est peut-être lui qui était dans le déni du temps court de l'innovation, non? C'est justement là qu'il veut marquer le coup. Il admet qu'il a mis du temps à venir, mais il dit que c'est mieux mûr qu'il y a 10 éditions. Son but, c'est de montrer que la gauche peut pas laisser le monopole de la tech à Macron. Pour lui, le numérique c'est une frontière, comme l'espace ou la mer, et on n'a pas travaillé assez dessus. On s'est contenté de faire du bruit avec sa bouche, comme il dit, pendant que la souveraineté foutait le camp. Il vient pour dire que la puissance française est intacte, mais qu'on a raté le coche des instruments de souveraineté. Mais ça me rappelle mon cousin qui bosse dans la cybersécurité. Il me disait que dès que tu touches à un logiciel, tu touches à une loi américaine qui peut te poursuivre partout à cause de l'extraterritorialité. C'est flippant de se dire que même en France, on n'est pas vraiment chez nous numériquement. Si Mélenchon vient pour dénoncer ça, au moins il pose le vrai problème sur la table, celui que les gens qui nous écoutent ressentent quand ils voient leurs données partir on ne sait où. Voilà, c'est exactement ça. Et là, il va entrer dans le salon avec cette idée en tête. Opposer l'intelligence humaine des chercheurs français à ce qu'il appelle la bêtise artificielle du marketing globalisé. Il va aller chercher les preuves que la France sait faire, mais qu'on ne lui donne pas les moyens de son indépendance. Et il commence par le temple de la science publique, le CNRS. Oh! Mais attends, car son premier arrêt au stand du CNRS va lui permettre de lancer une charge mémorable contre ceux qui veulent diriger la science comme on dirige une épicerie. T'as capté l'entrée? Le mec arrive. Il a pas encore fait 10 pas qu'il lâche sa première bombe. Là-bas, la bêtise artificielle, ici l'intelligence humaine. Direct. Il fonce au stand du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, l'endroit où on invente la moitié des trucs en France. Et là, il défend la recherche fondamentale libre. Il supporte pas cette phrase de conne que tout le monde répète. Ils ont assez cherché, maintenant faut qu'ils trouvent. Pour lui, la recherche, elle est libre ou elle n'existe pas. Personne doit donner d'ordre à la science. C'est cash. Mais en même temps, il a pas tort. Si on cherche que ce qu'on sait déjà vendre, on n'invente plus rien de neuf. Oh! Moi perso, je vais vous dire, c'est là qu'on voit que Mélenchon, il est pas là pour faire des selfies avec des robots qui dansent. Il veut fixer des normes philosophiques et morales. Il prend l'exemple du feu, ça peut cuire tes aliments ou brûler des gens. C'est pareil pour l'IA. Si tu laisses les boîtes privées décider de tout, elles vont juste chercher le profit, quitte à nous brûler numériquement. Les gens qui nous écoutent, ils voient bien que les technos, ça peut vite devenir n'importe quoi s'il n'y a pas de limite. Attends Bilal, je t'arrête. C'est beau les principes philosophiques, mais on est à Vivatech, pas à la Sorbonne. Le CNRS, c'est aussi de l'innovation. Ils le disent eux-mêmes, il y en a plein qui veulent créer des boîtes. On peut pas juste dire « laissez-nous chercher » sans jamais se poser la question de comment on finance tout ça dans le monde réel. Faut que ce soit compétitif, comme le disent les mecs de l'espace juste après. Mélenchon, il plane un peu avec sa philosophie alors que le retard technologique, lui, il est bien réel. Mais il plane pas.
Il dit qu'on n'est pas en retard sur l'intelligence, mais sur les instruments de souveraineté. Il regarde ce que font les Chinois avec leurs satellites et il voit bien qu'ils sont impressionnants. Sa peur, c'est qu'on finisse par ne plus avoir d'accès à rien si les Américains appuient sur le bouton off. C'est pour ça qu'il veut des normes. Il cherche pas à empêcher la science. Il cherche à ce qu'elle ne soit pas une main derrière. Cité. Ça rejoint ce qu'on disait sur les 54 milliards. Sinon, si on n'a pas nos propres serveurs et nos propres règles, on est juste des consommateurs qui subissent. C'est ça sa frontière numérique en fait, c'est reprendre le contrôle des outils. Exact. Et il va passer de la théorie pure à une application hyper concrète. Il va aller voir une boîte qui s'appelle Astrask Valam. Il s'occupe d'un truc qui tue des gens depuis des années, l'amiante. Oh. Et là, tu vas voir que l'innovation, ça peut aussi être une question de vie ou de mort pour les ouvriers. Accroche-toi, car ce qu'il va découvrir sur le stand de Valam, c'est comment la chimie peut effacer un scandale sanitaire mondial en transformant un poison en ciment. Là, on est au cœur du sujet. Mélenchon s'arrête sur le stand de Astrask Valam, une boîte qui fait un truc super utile. T'imagines même pas l'ampleur du problème, l'amiante. Ce truc qui a dévasté des vies entières de travailleurs. On en extrait encore 50 000 tonnes par an en France. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, 99% de ces déchets sont juste enfouis sous terre. On cache la merde sous le tapis. Mais ces mecs de Valam, ils proposent un inertage chimique. Ils broient l'amiante, ils le passent dans de l'acide chlorhydrique à 95 degrés, c'est sobre en énergie, et bam, la molécule casse. Ça devient de la silice amorphe. Un produit non dangereux qu'on peut même utiliser pour faire du béton. Attends, du béton avec de l'amiante traitée? C'est incroyable si ça marche vraiment sans risque. Oh! Moi perso, je vais vous dire, c'est là que Mélenchon marque des points. On nous parle d'IA pour faire des blagues, mais là on a des ingénieurs qui règlent des problèmes de santé publique réels. Pourquoi l'État met pas les moyens pour que 100% des déchets soient traités comme ça au lieu de les enfouir? Mélenchon il dit que c'est le début, parce qu'il reste des milliers de bâtiments à désamianter. Pour lui, l'innovation c'est ça. Une science pratique qui protège ceux qui bossent. Mais ça me touche grave parce que mon oncle a bossé dans la rénovation. Il flippait toujours de tomber sur de l'amiante non répertoriée. Savoir qu'on a des solutions techniques pour détruire ce poison définitivement, ça change tout. C'est une vraie avancée morale, pas juste technique. Mélenchon a raison d'admirer l'intelligence déployée pour ça. C'est autre chose que de créer un énième algorithme de pub. C'est sa vision du progrès. Le robot ou la machine doivent soulager la peine humaine ou aller là où l'homme peut pas aller sans crever. Il cite le cancer de la plèvre, le mésothélium. Il sait que c'est une horreur. Mais attention, parce que dès qu'on sort du domaine de la survie physique pour entrer dans celui du lien social, Mélenchon change de ton. Il reste poli avec les exposants. Mais sur le fond, il pose une limite ultra ferme. Mais pourquoi il serait contre? Si un robot peut aider dans un EHPAD, pourquoi s'en priver? Faut pas être réac non plus, Bilal. Si ça peut soulager les soignants qui sont débordés, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mélenchon, il est tout de suite dans le tragique, alors que des fois, c'est juste de l'assistance technique, non? C'est là que ça devient profond. Il dit que donner un robot comme unique interlocuteur à quelqu'un de faible, c'est lui dire « tu n'existes pas ». Il refuse la banalisation de cette idée. Pour lui, l'humain doit rester au centre du lien. Point final. Oh, mais il fait une exception très précise pour les enfants malades à Montpellier. On va voir comment il gère ce paradoxe. Pourquoi il accepte un robot pour un gamin en radiothérapie, mais le rejette pour une personne âgée isolée? Regarde bien cette scène. Mélenchon est face à un petit robot sympa qui aide dans les EHPAD. Il sourit, il check la petite tête du robot. Mais sur le fond, il lâche une réflexion qui te fait réfléchir direct. Il dit que si t'es faible et que ton seul interlocuteur c'est une machine, c'est la pire déshumanisation possible. C'est dire à la personne « tu n'existes plus, t'es un objet qu'une machine va traiter ». Il refuse qu'on accepte ça comme une normalité, même si la machine est rigolote. C'est fort quand même. C'est une ligne rouge morale hyper claire. Putain! C'est vrai que dit comme ça fait froid dans le dos. T'es seul au monde avec un nomade, quoi. Moi perso, je vais vous dire un truc. Mélenchon, il est pas juste contre pour le plaisir d'être contre. Il cite l'Institut du cancer de Montpellier. Là-bas, ils mettent un robot avec les gamins en radiothérapie parce que les humains peuvent pas entrer à cause des rayons. Là, il dit oui. Pourquoi? Parce que c'est une présence là où l'humain est interdit physiquement. Pour lui, le robot doit servir à accéder à l'impossible, pas à remplacer le possible parce qu'on a la flemme ou pas de budget pour des soignants. Non mais attends Bilal, je te coupe.
C'est quand même un peu paradoxal. Si le gamin est content d'avoir le robot, c'est que ça marche, non ? Pourquoi le vieux en EHPAD, il aurait pas le droit au même réconfort s'il y a personne d'autre ? Mélenchon, il veut pas banaliser, ok, mais la réalité de la solitude dans les hôpitaux, elle est déjà là. Faut peut-être mieux un robot qu'un mur blanc. Il est un peu trop dur sur le lien social, les gens qui nous écoutent, ils savent que des fois, une présence, même mécanique, ça peut soulager un moment. Il dit que c'est une question de bascule de société. Si on accepte ça, on accepte de tout transformer en objet. Il préfère qu'on se pose la question de qui sommes-nous capables d'accepter et de ce que nous ne voulons en aucun cas. C'est une discussion d'intérêt public. Il veut qu'on réfléchisse avant de cliquer sur accepter les conditions. Et pour cadrer tout ça, il va aller chercher une référence inattendue pour un salon de la tech. Un auteur de science-fiction américain et ses lois de la robotique. Cité. Ah, tu veux parler d'Asimov ? Comme au début quand il disait que la politique doit fixer des normes. Il revient toujours à sa base philosophique, c'est cohérent son truc. Il veut des règles pour pas que la machine nous échappe. Exact. Il invoque Asimov pour parler de principes auto-organisateurs. Mais derrière la théorie littéraire, il y a une menace bien réelle qu'il appelle l'affaire anthropique. Oh, une menace où les Américains peuvent nous couper le bouton du jour au lendemain. On va voir comment il utilise la science-fiction pour nous expliquer que la France est en train de perdre la main sur son propre destin numérique face aux gringos. C'est là que le décor s'effondre. Mélenchon parle d'Asimov pour faire le malin, mais le vrai sujet qu'il lâche, c'est l'affaire anthropique. T'as capté ? Il dit que les Américains nous menacent de nous couper le bouton du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que quasiment tout ce qu'on stocke est chez eux. On est locataire de nos propres vies numériques. Les gringos décident, et 24 heures après, t'as plus accès à rien parce que leurs lois s'appliquent partout. C'est ça sa révélation. On paye 54 milliards par an pour être dépendant d'un bouton qu'on ne contrôle pas. Cité. C'est donc ça l'entropie dont il parle. Le risque que tout s'écroule s'il décide de fermer le robinet ? Oh ! Moi perso, je vais vous dire, c'est là qu'on voit que la Startup Nation, c'est du flan si t'as pas la souveraineté. Macron, il fait le banquier d'affaires sur le temps court, mais il oublie que si t'as pas tes serveurs sur ton sol, t'es juste une colonie. Mélenchon, il est matérialiste, il voit les rapports de force. Si les USA peuvent te rendre sourd, aveugle et muet dans l'espace ou le numérique, t'as plus de pays. C'est un truc de dingue, on finance notre propre impuissance avec ces 54 milliards. Mais c'est grave ce que tu dis. Ça veut dire que toute notre économie est sur un siège éjectable. Il faut qu'on reprenne la recherche fondamentale et qu'on redéveloppe nos propres branches de la science comme il le propose. On ne peut pas rester une main en arrière. C'est une question de survie nationale, pas juste de gadgets technologiques. J'espère que les gens qui nous écoutent réalisent que quand on parle de numérique, on parle de notre liberté de décider de notre futur. Et il conclut sur une note hyper forte. Il dit qu'il admire l'intelligence déployée par les ingénieurs français, mais qu'il ne va pas être remplacé par une machine de sitôt. Il veut ramener la recherche, fluidifier les filières professionnelles pour que chaque métier soit une science pratique. Pour lui, l'avenir, c'est pas d'être des consommateurs de bêtises artificielles, c'est d'être des acteurs de notre propre puissance technologique. Cité. Tu vois, ça me fait repenser à la boîte Valam du début. C'est ça la science pratique. Utiliser la chimie pour sauver des vies d'ouvriers. C'est ça le vrai progrès humain dont il parle. C'est ça. Le vieux est venu poser ses jalons à Vivatech. Il repart en disant qu'on a tout ce qu'il faut en France, mais qu'il faut maintenant prendre les décisions politiques pour arrêter de payer la rente aux Américains. Oh. Et c'est exactement là que le vrai combat commence. Car après Vivatech, la question n'est plus de savoir si on a la technique, mais si on a le courage politique de débrancher la perfusion US. Alors, voilà, le salon ferme ses portes, mais le chantier est immense. Mélenchon repart avec une certitude, on ne peut pas rester une main en arrière. Il veut ramener la recherche fondamentale, redévelopper les filières, et surtout arrêter de se contenter d'être des consommateurs. Le vrai après de cette affaire, c'est de savoir si on va oser réinvestir ces 54 milliards chez nous au lieu de les envoyer aux USA. C'est plus de la tech là, c'est de la géopolitique pure et dure. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a raison de dire qu'on peut pas transformer une nation en start-up. On a besoin de temps long, de réflexion, de philosophes et pas seulement de banquiers d'affaires. Si on veut pas que nos enfants soient gérés par des machines qui disent « tu n'existes pas », faut se réveiller maintenant. C'est vertigineux, mais c'est notre responsabilité collective.
On doit redevenir des citoyens qui comprennent ce qu'ils utilisent. Je vais vous dire un dernier truc. Cette visite de Mélenchon à Vivatech, c'était pas du cinéma. Il est venu piquer les thèmes du futur à la Macronie en expliquant que la bêtise artificielle nous rendait esclaves. Et voilà, ça va faire mal. Parce que maintenant, quand on parlera d'innovation, on parlera aussi de souveraineté et de dignité humaine. Il a cassé le jouet des start-upers avec ses 54 milliards de dettes numériques. Mais, et comme il dit, il est bien entouré et il comprend ce qui se passe. L'intelligence humaine a encore de la ressource. C'était une sacrée plongée dans le futur, Bilal. Je regarderai plus jamais Ariane ou mon cloud de la même manière. Et c'est exactement pour ça qu'on décortique ces affaires. Pour que vous sachiez que derrière chaque appli, il y a une frontière et un combat pour rester libre. L'affaire Vivatech ne fait que commencer. Allez, on se retrouve pour la prochaine enquête. C'était Bilal et Fatima, t'as capté? C'est ouf!